Dans l'atmosphère feutrée de son appartement londonien, Hercule Poirot, le détective belge au renom inégalé, examinait avec soin une lettre fraîchement arrivée. La lumière douce d'une lampe à pétrole éclairait son bureau, révélant une pièce ordonnée où chaque objet semblait avoir sa place, à l'image de l'esprit méticuleux de son occupant. La lettre, rédigée d'une écriture élégante, provenait de Lady Margaret Ashbourne, une aristocrate résidant dans un manoir du Sussex. Elle sollicitait ses services pour une affaire qu'elle qualifiait de délicate et urgente. Poirot, les lèvres pincées, caressait sa moustache soigneusement taillée, signe d'une réflexion naissante. Pourquoi une femme de si haut rang faisait-elle appel à lui sans préciser la nature du problème? L'absence de détails piquait sa curiosité. Il replia la lettre, décidé à répondre à cette invitation. « Mes petites cellules grises, » murmura-t-il, « elles pressentent un mystère. » Le lendemain, il prendrait le train pour le Sussex. La perspective d'une énigme à résoudre faisait battre son cœur. Le voyage en train fut une expérience plaisante, bien que Poirot déplorât la légère secousse des wagons, perturbant son sens de l'ordre. À travers la fenêtre, les collines verdoyantes du Sussex défilaient, ponctuées de moutons paissant tranquillement sous un ciel d'octobre légèrement voilé. Il consulta sa montre de gousset, un bijou d'horlogerie suisse, et ajusta son chapeau melon. La ponctualité, c'est l'élégance de l'esprit, se dit-il, satisfait d'arriver à l'heure. À la gare, un chauffeur en livrée l'attendait, tenant une pancarte à son nom. L'homme, d'un âge avancé, semblait nerveux, évitant le regard de Poirot. Ce détail, bien que mineur, fut noté dans l'esprit du détective. La voiture, une Rolls-Royce rutilante, l'emmena à travers des routes bordées de haies jusqu'au domaine d'Ashbourne Hall. Le manoir, imposant avec ses tours gothiques, semblait garder jalousement ses secrets. À son arrivée, Poirot fut accueilli par Lady Margaret elle-même, une femme d'une cinquantaine d'années, élégante mais visiblement troublée. Ses yeux d'un bleu perçant trahissaient une anxiété qu'elle tentait de masquer sous un sourire courtois. « Monsieur Poirot, votre réputation vous précède. Je suis honoré que vous ayez accepté mon invitation, » dit-elle en l'invitant, à entrer dans un grand salon orné de tapisseries anciennes. Les meubles en acajou, les lustres en cristal et les portraits d'ancêtres sévères donnaient à la pièce une atmosphère solennelle. Poirot, toujours attentif, remarqua une légère odeur d'humidité, inhabituelle pour un lieu si bien entretenu. Lady Margaret expliqua qu'un drame s'était produit 2 jours auparavant. Son neveu Charles Ashbourne avait été retrouvé mort dans une baignoire, dans des circonstances troublantes. Pas un accident, monsieur Poirot, mais un meurtre, murmura-t-elle, sa voix tremblante. Poirot inclina la tête, son regard scrutant le visage de Lady Margaret. « Madame, permettez-moi de clarifier. Vous affirmez qu'il s'agit d'un meurtre. Quels faits vous amènent à cette conclusion ?» Sa voix, calme et mesurée, trahissait une curiosité insatiable. Lady Margaret raconta que Charles, un homme de 32 ans, était en excellente santé. Il avait été découvert dans la baignoire de sa chambre, immergé dans une eau étrangement trouble, sans signe de lutte. La porte était verrouillée, de l'intérieur, rendant l'accès impossible. La police locale, dépassée, avait conclu à une noyade accidentelle, mais Lady Margaret refusait cette explication. Charles était un homme prudent, presque obsessionnel. Il n'aurait jamais laissé une telle chose arriver, insista-t-elle. Poirot, les mains croisées derrière le dos, hocha la tête. Intéressant. Très intéressant. Le détective demanda à voir la scène du crime. Lady Margaret le conduisit à l'étage, à travers un couloir orné de tapis persans et de portraits familiaux. La chambre de Charles était spacieuse, avec un lit à baldaquin et une cheminée éteinte. La salle de bain attenante où le drame s'était déroulé était petite mais luxueuse, avec une baignoire en porcelaine blanche.
Poirot s'approcha, examinant les lieux avec une précision chirurgicale. L'eau avait été vidée, mais des traces d'une substance verdâtre subsistaient sur les bords de la baignoire. « Curieux », murmura-t-il, se penchant pour mieux observer. Il nota l'absence de savon ou de sel de bain, ce qui rendait l'eau trouble d'autant plus suspecte. « Madame, qui avait accès à cette chambre ?» demanda-t-il, son ton aussi tranchant qu'un scalpel. Lady Margaret énuméra les occupants du manoir, son frère, Sir Edward Ashbourne, un homme d'affaires austère, sa belle-sœur Clara, une femme nerveuse, leur fille, Emily, une jeune femme rêveuse, et 2 domestiques, un majordome et une femme de chambre. Poirot nota chaque nom dans un carnet, son écriture nette et méthodique. Il remarqua aussi un détail troublant. Une fenêtre entr'ouverte dans la salle de bain, donnant sur une cour intérieure. Était-elle ouverte le soir du drame ? Demanda-t-il. Lady Margaret, hésitante, admit qu'elle l'ignorait. Poirot esquissa un sourire. Les détails, madame, sont les miettes qui mènent à la vérité. Il demanda à rencontrer les membres de la famille le lendemain. Une lueur dans ses yeux indiquait que ces petites cellules grises étaient déjà à l'œuvre. Le dîner, ce soir-là, fut un moment d'observation pour Poirot. La salle à manger, éclairée par des chandelles, résonnait du tintement des couverts en argent. Sir Edward, un homme corpulent à la voix grave, dominait la conversation, évoquant des affaires financières. Clara, sa femme, semblait absente, triturant nerveusement sa serviette. Emily, leur fille, lançait des regards furtifs à Poirot, comme si elle cherchait à deviner ses pensées. Les domestiques, discrets mais présents, servaient avec une précision mécanique. Poirot, savourant un potage délicat, posait des questions anodines, mais chaque réponse était analysée avec soin. Il nota que personne ne mentionnait Charles spontanément, comme si son nom était tabou. Une famille en deuil, ou une famille qui cache quelque chose ? Se demanda-t-il. Après le dîner, Poirot se retira dans la bibliothèque, un havre de livres anciens et de fauteuils en cuir. Il alluma une cigarette, une rare indulgence, et réfléchit. L'eau trouble, la porte verrouillée, la fenêtre entr'ouverte. Ces éléments formaient un puzzle incomplet. Pourquoi Charles, un homme prudent, aurait-il laissé une fenêtre ouverte? Et cette substance verdâtre, était-elle un indice ou une distraction? Poirot ferma les yeux, laissant son esprit ordonner les faits. Le crime, mes amis, est une œuvre d'art maladroite. Il suffit de trouver la fissure dans le tableau. Il décida de commencer ses interrogatoires dès l'aube. Chaque personne, chaque détail, serait scruté avec la précision d'un horloger. Alors que la nuit enveloppait Ashbourne Hall, Poirot resta éveillé, contemplant les étoiles par la fenêtre de sa chambre d'invité. Le manoir, silencieux, semblait retenir son souffle. Le détective savait que les murs de cette demeure renfermaient des secrets, et il était déterminé à les découvrir. Hercule Poirot ne se contente pas de demi-vérités, murmura-t-il, ajustant son oreiller. Le mystère de la baignoire n'était que le début. Demain, il commencerait à démêler les chevaux de mensonges, de jalousie et, peut-être, de vengeance. Avec un dernier regard vers la lune, il ferma les yeux, prêt à affronter l'énigme qui l'attendait. Le matin se leva sur Ashbourne Hall, baignant le manoir d'une lumière pâle et froide. Hercule Poirot, impeccablement vêtu d'un costume 3 pièces, se tenait dans la salle à manger, observant le balai silencieux des domestiques qui dressèrent la table du petit déjeuner. L'odeur du thé fraîchement infusé et des toasts grillés emplissait l'air, mais une tension sous-jacente semblait peser sur chaque geste. Poirot, un carnet à la main, avait décidé de commencer ses interrogatoires dès que la famille serait réunie. L'âme humaine, mes amis, se révèle dans les mots qu'elle choisit,
Et ce qu'elle est vite, murmura-t-il, caressant sa moustache. Il avait demandé à Lady Margaret de réunir tous les occupants du manoir dans le salon après le repas. Chaque détail, chaque regard, serait une pièce du puzzle. Il ajusta sa cravate, prêt à scruter les cœurs et les esprits. La journée promettait d'être révélatrice. Le salon, avec ses rideaux de velours vert et ses meubles imposants, semblait figé dans le temps. Poirot s'installa dans un fauteuil à haut dossier, face à une cheminée où crépitait un feu modeste. Sir Edward Ashbourne fut le premier à entrer, son pas lourd résonnant sur le parquet. L'homme au visage rougeau et aux manières brusques s'assit avec un grognement. « Monsieur Poirot, je ne vois pas l'utilité de tout ceci. Charles est mort, un tragique accident. Pourquoi ? Remuer le passé ?» déclara-t-il, sa voix teintée d'impatience. Poirot, imperturbable, inclina la tête. « Monsieur, un accident ne verrouille pas une porte de l'intérieur. Dites-moi, où étiez-vous la nuit du drame ?» Sir Edward affirma qu'il était dans son bureau travaillant sur des comptes, mais son regard fuyant intrigua Poirot. Un mensonge, peut-être, ou simplement une gêne. Clara Ashbourne, la belle-sœur de Lady Margaret, entra ensuite, ses mains serrant un mouchoir de dentelle. Sa pâleur et ses yeux rougis trahissaient une nuit sans sommeil. « Monsieur Poirot, je ne sais rien de cette affaire, » murmura-t-elle, sa voix tremblante. Poirot, avec une courtoisie étudiée, l'invita à s'asseoir. « Madame, même les silences parlent. Quand avez-vous vu Charles pour la dernière fois ?» Clara raconta une brève rencontre dans le couloir, la veille du drame, où Charles semblait agité. Elle insista sur son affection pour lui, mais Poirot nota une hésitation lorsqu'elle mentionna une dispute récente entre Charles et son mari. « Une querelle familiale, peut-être anodine, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, ses yeux perçants fixés sur elle. Clara baissa le regard, triturant son mouchoir. Émilie, la fille de Sir Edward et Clara, apparut ensuite, ses cheveux blonds soigneusement tressés et ses yeux d'un vert éclatant. À seulement 19 ans, elle semblait à la fois fragile et défiante. « Monsieur Poirot, je ne comprends pas pourquoi vous nous interrogez comme des criminels, » dit-elle, une pointe d'insolence dans la voix. Poirot esquissa un sourire. « Mademoiselle, la vérité est une rose, belle mais pleine d'épines. Dites-moi, quelle était votre relation avec votre cousin Charles ?» Émilie affirma qu'ils étaient de proches, mais son ton manquait de chaleur. Elle admit avoir entendu Charles parler à quelqu'un à voix basse dans sa chambre, tard dans la nuit, quelques jours avant sa mort. « Qui était-ce » demanda Poirot. Elle haussa les épaules, prétendant l'ignorer. Un autre fil à tirer. Le majordome, Harold, un homme d'une 50aine d'années au visage impassible, fut le suivant. Son uniforme impeccable et son maintien rigide contrastaient avec une légère nervosité dans ses mains. « Monsieur, je n'ai rien vu d'inhabituel ce soir-là, » déclara-t-il, répondant aux questions de Poirot avec une précision mécanique. Pourtant, lorsque Poirot mentionna la fenêtre entr'ouverte, Harold tressaillit légèrement. Une distraction peut-être de la part de la femme de chambre, suggéra-t-il. Poirot nota mentalement ce détail. Pourquoi blâmer une collègue si vite ? Harold affirma qu'il était dans la cuisine, préparant le thé du soir, au moment du drame. Une tâche bien routinière pour une nuit si extraordinaire, observa Poirot, son ton neutre mais inquisiteur. La femme de chambre, Agnès, une jeune femme aux joues roses et aux manières timides, sembla terrifiée par l'attention de Poirot. Assise au bord d'une chaise, elle triturait l'ourlet de son tablier. « Monsieur, je n'ai rien fait de mal, » balbutia-t-elle. Poirot, avec une douceur calculée, la rassura. « Mademoiselle, je ne cherche que la vérité. Avez-vous nettoyé la salle de bain de Monsieur Charles après sa mort ?» Agnès nia, expliquant qu'on lui avait interdit d'entrer dans la chambre. Cependant,
Elle admit avoir vu Charles transporter un petit flacon de verre dans sa poche, quelques jours avant. Un flacon? De quelle couleur? Demanda Poirot, ses yeux brillants. Verdâtre, monsieur, répondit-elle. Poirot hocha la tête, un sourire discret aux lèvres. Lady Margaret, la dernière à être interrogée, entra avec une dignité imposante, mais ses mains tremblaient légèrement. Monsieur Poirot, je vous ai tout dit hier. Charles était comme un fils pour moi, dit-elle, sa voix empreinte de chagrin. Poirot, toujours courtois, acquiesça. Madame, votre douleur est évidente. Mais dites-moi, Charles avait-il des ennemis? Lady Margaret hésita, puis mentionna un associé en affaires, un certain monsieur Grayson, avec qui Charles s'était disputé récemment. Elle refusa d'en dire plus, prétextant un manque de détails. Poirot, cependant, sentit qu'elle cachait quelque chose. La vérité, madame, est comme un miroir. Elle reflète tout, même ce que l'on préfère dissimuler, dit-il doucement. Les interrogatoires terminés, Poirot se retira dans la bibliothèque où l'odeur des vieux livres et du cuir vieilli apaisait son esprit. Il relut ses notes, griffonnant des cercles autour de certains mots. Fenêtre, flacon verdâtre, dispute. Chaque suspect avait offert une pièce du puzzle, mais aucune ne s'emboîtait encore parfaitement. La nervosité de Harold, l'hésitation de Clara, l'insolence d'Emily, tous ces détails formaient un tableau inachevé. Poirot ferma les yeux, laissant ses petites cellules grises travailler. Le crime, murmura-t-il, est un acte de passion, mais aussi de calcul. Qui dans ce manoir a calculé la mort de Charles? Il décida de fouiller la chambre de Charles plus minutieusement le lendemain. Alors que le soleil déclinait, jetant des ombres longues sur les pelouses d'Ashbourne Hall, Poirot sentit le poids du mystère s'intensifier. Le manoir, avec ses couloirs sombres et ses silences oppressants, semblait murmurer des secrets. Il savait que chaque réponse obtenue aujourd'hui n'était qu'une façade, masquant des vérités plus profondes. Patience, Hercule Poirot, patience, dit-il éteignant sa lampe. Demain, il creuserait plus loin là où les ombres se cachent. Le mystère de la baignoire, avec ses eaux troubles et ses portes verrouillées, n'avait pas encore livré ses secrets. Mais Poirot était déterminé à les faire parler. Mostrarne à barra latéral le lendemain matin, Hercule Poirot se leva tôt, ses pensées déjà tournées vers la substance verdâtre trouvée dans la baignoire. Le manoir d'Ashbourne Hall, baigné d'une brume légère, semblait endormi sous un ciel gris. Dans la salle à manger, l'odeur du café et des scones fraîchement cuits flottait, mais Poirot, indifférent au plaisir culinaire, demanda à Lady Margaret l'adresse d'un chimiste de confiance dans la ville voisine. « Madame, un esprit ordonné exige des faits précis, » déclara-t-il, son regard perçant fixé sur elle. Elle lui recommanda le docteur Hawthorne, un homme discret résidant à Brighton. Poirot, satisfait, organisa son départ immédiat, confiant à son ami Hastings, arrivé la veille pour l'assister, le soin d'observer les occupants du manoir. « Hastings, mon ami, soyez mes yeux et mes oreilles, » dit-il avec un sourire. La quête de la vérité passait par la science. Le trajet jusqu'à Brighton fut marqué par le ronronnement régulier de la voiture et le paysage vallonné du Sussex. Poirot, assis à l'arrière, scrutait un échantillon de la substance verdâtre, soigneusement conservée dans un petit flacon. La texture, visqueuse et légèrement luminescente, intriguait ses petites cellules grises. Arrivé au laboratoire du docteur Hawthorne, un bâtiment modeste aux murs tapissés de livres scientifiques, Poirot fut accueilli par un homme à lunettes, d'apparence austère. « Monsieur Poirot, c'est un honneur », dit le chimiste, intrigué par la requête du détective. Poirot lui tendit l'échantillon avec une précision chirurgicale. « Docteur, cette substance est la clé d'un mystère. Pouvez-vous m'en révéler la nature ?»
demanda-t-il, son ton aussi calme qu'un lac en hiver. Après une analyse minutieuse, le docteur Hawthorne livra ses conclusions dans une pièce encombrée d'éprouvettes et de microscopes. Monsieur Poirot, il s'agit d'un composé rare, un extrait végétal toxique connu sous le nom de Vermilionis aquatica. Très difficile à obtenir, il est utilisé dans certaines industries, et parfois par des empoisonneurs, expliqua-t-il, ajustant ses lunettes. Poirot haussa un sourcil. Un poison, dites-vous? Intéressant. Quels sont ses effets? Le chimiste décrivit une substance capable de provoquer une paralysie rapide, indétectable dans une autopsie sommaire. Poirot, prenant des notes, sentit l'énigme se resserrer. Et où pourrait-on se procurer un tel composé? Demanda-t-il. Le docteur Hawthorne mentionna un marché noir à Londres, fréquenté par des individus douteux. Une piste s'ouvrait. De retour à Ashbourne Hall, Poirot trouva Hastings dans le jardin, observant Emily tailler des roses avec une précision presque obsessionnelle. « Mon cher Hastings, quoi de neuf ?» demanda Poirot, ajustant son chapeau. « Mellon. » Hastings rapporta une conversation entendue entre Clara et Sir Edward, où il mentionnait un problème d'argent, lié à Charles. Poirot songeur marcha vers la fontaine ornée de nénuphars, dont l'eau trouble lui rappela la baignoire. Cette substance, Hastings, n'est pas arrivée par hasard. Quelqu'un dans ce manoir connaissait son pouvoir mortel, murmura-t-il. Il décida de fouiller les affaires de Charles pour trouver un lien avec ce poison. L'atmosphère du jardin, avec ses parfums floraux, contrastait avec la noirceur du crime. Dans la chambre de Charles, Poirot examina chaque tiroir avec une minutie presque maniaque. Les meubles en chêne, les tapis persans et une légère odeur de tabac froid donnaient à la pièce une aura mélancolique. Sous une pile de documents, il trouva une facture d'un apothicaire londonien, mentionnant un extrait végétal. « Tiens, tiens !» murmura Poirot, caressant sa moustache. La facture, datée d'un mois plus tôt, portait le nom de Charles, mais l'adresse de livraison était celle d'un entrepôt à Londres. Était-ce une coïncidence? Poirot n'y croyait pas. Le crime, Hastings, est comme une équation. Chaque variable a sa place, dit-il à son ami qui hochait la tête perplexe. Le dîner ce soir-là fut tendu, la salle à manger éclairée par des chandelles vacillantes. Sir Edward, plus silencieux que la veille, lançait des regards, nerveux à sa femme. Clara, quant à elle, évitait de croiser les yeux de Poirot, se concentrant sur son assiette de faisan rôti. Émilie, assise en face, jouait distraitement avec sa fourchette, ses pensées ailleurs. Poirot, savourant un verre de vin, posa une question anodine. Monsieur Charles était-il intéressé par la botanique? Un silence lourd s'installa. Lady Margaret répondit qu'il aimait jardiner. Mais sa voix tremblait. Poirot nota ce trouble, son esprit enregistrant chaque détail comme un mécanisme d'horlogerie. Alors que la nuit tombait, Poirot se retira dans la bibliothèque, où l'odeur des livres anciens apaisait son esprit. Il relut la facture, comparant les dates avec les témoignages des suspects. Charles avait-il acheté le poison lui-même? Ou quelqu'un l'avait-il acquis en son nom? Les petites cellules grises de Poirot s'agitaient, cherchant l'ordre dans le chaos. Hastings, ce poison est la signature du meurtrier. Mais qui a tenu la plume? Demanda-t-il, les yeux brillants. Hastings, fidèle mais dépassé, haussa les épaules. Poirot esquissa un sourire. Patience, mon ami. La vérité est proche. Avant de se coucher, Poirot fit un tour dans la cour intérieure, là où donnait la fenêtre de la salle de bain. La lune, pleine et lumineuse, projetait des ombres, dansantes sur les pavés. Il examina le sol, espérant trouver un indice oublié par la pluie. Rien. Pourtant, l'idée d'une intrusion extérieure persistait. Si la porte était verrouillée, la fenêtre est la clé, murmura-t-il.
Il décida de poursuivre cette piste le lendemain, convaincu que le poison et la fenêtre formaient un duo mortel. Le manoir, silencieux, semblait observer le détective, gardant jalousement ses secrets. Allongé dans sa chambre, Poirot contempla le plafond orné de moulures. L'énigme prenait forme, mais des pièces manquaient encore. Le poison, la facture, les tensions familiales, tout convergeait vers un mobile enfoui dans le passé de Charles. « Demain nous creuserons plus profond mes petites cellules grises », se promit-il. Le mystère de la baignoire, avec ses eaux empoisonnées, n'était plus seulement une énigme. C'était un défi à l'intelligence d'Hercule Poirot. Avec un dernier regard vers la fenêtre, il éteignit sa lampe, prêt à affronter la prochaine étape. Le soleil matinal perçait à peine les nuages, projetant une lumière diffuse sur Ashbourne Hall. Hercule Poirot, après un petit déjeuner, frugal se dirigea vers le bureau de Charles, déterminé à explorer son passé. L'odeur du bois ciré et du papier vieilli emplissait la pièce, où des étagères croulaient sous des dossiers poussiéreux. Poirot, avec sa précision habituelle, commença à fouiller, ses doigts gantés manipulant chaque document comme une relique. Le passé, mon cher Hastings, est le terreau où germent les crimes, déclara-t-il à son ami, qui l'observait avec admiration. Une pile de lettres attira son attention, scellées par un ruban rouge. Leur contenu, cryptique, semblait codé. Poirot sentit son pouce accélérer. Un secret se cachait là-dedans. Les lettres, écrites à l'encre noire, mentionnaient des dettes importantes envers un certain G. Poirot, les sourcils froncés, relut chaque mot, cherchant un sens caché. G. Grayson, peut-être, murmura-t-il, se souvenant du nom évoqué par Lady Margaret. Les chiffres évoquaient des sommes colossales, liées à des investissements hasardeux dans l'importation d'épices exotiques. Charles, apparemment, n'était pas le gentleman irréprochable qu'on décrivait. Poirot trouva aussi une note, manuscrite, griffonnée à la hâte. Grayson menace, dois agir. Cette découverte fit briller les yeux du détective. Hastings, notre victime n'était pas une innocente colombe. Elle volait dans des cieux dangereux, dit-il, tapotant. La note, Poirot demanda à rencontrer Lady Margaret dans le salon pour clarifier l'identité de ce Grayson. La pièce, avec ses tapisseries fanées et son feu crépitant, semblait figer le temps. Lady Margaret, vêtue d'une robe de soie sombre, sembla réticente. « Monsieur Poirot, Grayson était un associé de Charles, un homme peu recommandable, » admit-elle, ses mains crispées sur son châle. Elle décrivit un individu arrogant, impliqué dans des affaires douteuses à Londres. Poirot, attentif, demanda si Grayson avait visité le manoir récemment. « Non, pas à ma connaissance », répondit-elle, mais son hésitation trahit un doute. Poirot hocha la tête, notant mentalement ce malaise. Hastings, de retour d'une promenade dans le village, apporta une information cruciale. Dans un pub local, un client avait mentionné avoir vu un homme correspondant à la description de Grayson rôder près du manoir une semaine avant le drame. « Mon cher Hastings, vous êtes une perle rare !» s'exclama Poirot, ravi. Il décida d'envoyer un télégramme à un contact à Londres pour enquêter sur Grayson. L'atmosphère du manoir, avec ses couloirs sombres et ses horloges tic-tac, semblait de plus en plus oppressante. Chaque découverte rapprochait Poirot du cœur du mystère, mais aussi du danger. Dans l'après-midi, Poirot retourna dans la chambre de Charles, espérant trouver d'autres indices. Sous le tapis, il découvrit une latte de parquet légèrement descellée. En la soulevant, il trouva une petite boîte en métal contenant des reçus et une photographie jaunie. La photo montrait Charles et un homme inconnu, posant devant un entrepôt. « Grayson, peut-être » murmura Poirot, examinant les traits flous de l'homme. Les reçus mentionnèrent des paiements à une société fictive, renforçant l'idée d'activité illégale.
Poirot rangea la boîte dans sa poche, décidé à confronter la famille avec ses nouvelles preuves. Le dîner fut un exercice de dissimulation pour tous. Sir Edward, plus taciturne que jamais, évitait les questions de Poirot sur les affaires de Charles. Clara, nerveuse, renversa son verre de vin, attirant les regards. Émilie, quant à elle, fixait Poirot avec une intensité déconcertante comme si elle devinait ses découvertes. « Mademoiselle, vous semblez préoccupée? Quelque chose à partager ?» demanda Poirot, son ton courtois mais incisif. Émilie rougit, marmonnant une excuse vague. Poirot, savourant une tarte aux pommes, nota chaque réaction. « Le mensonge, mes amis, est un parfum qui ne trompe pas Hercule Poirot, pensa-t-il. Alors que la nuit enveloppait le manoir, Poirot s'installa dans la bibliothèque, éclairée par une lampe à huile. Il relut les lettres codées, cherchant un schéma. Les chiffres, associés à des mots comme cargaison et livraison, suggéraient un trafic illégal, peut-être lié au poison. Charles était un homme aux multiples visages, murmura Poirot, fermant son carnet. Il demanda à Hastings de surveiller les allées et venues des domestiques cette nuit-là. Une intuition lui soufflait que quelqu'un dans le manoir savait pour Grayson. L'odeur du mystère s'épaississait comme la brume dehors. Avant de se retirer, Poirot fit un dernier tour dans le couloir menant à la chambre de Charles. Une ombre passa rapidement, trop vite pour être identifiée. « Tiens, tiens », murmura-t-il, son cœur battant. Était-ce un suspect inquiet ou un simple effet de la lumière? Il vérifia la porte de la chambre. Verrouillée, comme il l'avait laissée, le manoir, avec ses craquements nocturnes, semblait vivant, complice du crime. Poirot retourna dans sa chambre, son esprit en ébullition. Demain, nous chercherons Grayson. Et la vérité, se promit-il. Allongé dans son lit, Poirot contempla les étoiles par la fenêtre. Le passé de Charles, avec ses dettes et ses associés douteux, formait un tableau complexe. Chaque indice, la facture, les lettres, la photo, était une pièce d'un puzzle plus vaste. Le crime, mes petites cellules grises, est un miroir brisé. Nous devons recoller les morceaux, murmura-t-il. Avec un soupir, il éteignit sa lampe, prêt à affronter la prochaine étape. Le mystère de la baignoire devenait une toile d'araignée, et Poirot était déterminé à en trouver le centre. L'aube apporta une tempête au-dessus d'Ashbourne Hall, le vent hurlant à travers les cheminées du manoir. Hercule Poirot, réveillé par les bourrasques, s'habilla avec soin, son esprit fixé sur la fenêtre entr'ouverte de la salle de bain. L'odeur de la pluie et de la terre humide envahissait les couloirs, alors qu'il descendait pour le petit déjeuner. Hastings, aujourd'hui nous explorons la cour. La fenêtre est une porte vers la vérité, déclara-t-il, son ton ferme mais courtois. Hastings, encore ensommeillé, acquiesça. Poirot, armé d'un parapluie, se dirigea vers la cour intérieure, où la pluie transformait les pavés en miroirs scintillants. Chaque goutte semblait murmurer un indice. La cour, entourée de murs de pierre couverts de lierre, était un espace clos, presque claustrophobique sous la tempête. Poirot examina le sol sous la fenêtre de la salle de bain, ses chaussures cirées, évitant les flaques. Là, dans la boue, il repéra des empreintes de pas à peine visibles, partiellement effacées par la pluie. « Intéressant », murmura-t-il, s'agenouillant pour mieux observer. Les empreintes, profondes, suggéraient une personne pressée. Poirot mesura leur taille avec une règle de poche, notant chaque détail dans son carnet. « Hastings, quelqu'un est entré ou sorti par cette fenêtre », dit-il, ses yeux brillants. La tempête, avec ses éclairs lointains, ajoutait une tension dramatique à la scène. De retour à l'intérieur, Poirot demanda à voir Harold, le majordome, dans le petit salon. La pièce, avec ses rideaux tirés et une odeur de cire d'abeille,
semblait retenir son souffle. « Monsieur Harold, la fenêtre de la salle de bain était-elle souvent ouverte ?» demanda Poirot, son regard perçant. Harold, mal à l'aise, affirma que Charles aimait l'air frais. Mais son ton manquait de conviction. Poirot nota une goutte de sueur sur le front du majordome. « Et ces empreintes dans la cour, les avez-vous remarquées ?» insista-t-il. Harold pâlit, prétendant ne rien savoir. Poirot esquissa un sourire. « Les petites cellules grises, monsieur, elles remarquent tout. » Hastings, chargé d'interroger les villageois, revint avec une nouvelle intrigante. Un fermier avait vu un étranger, vêtu d'un long manteau, près du manoir la nuit du drame. « Un manteau, Hastings ? Intéressant, cela pourrait être notre monsieur Grayson, » murmura Poirot caressant sa moustache. Il décida d'explorer la cour à nouveau, cette fois avec une lampe torche malgré la pluie battante. L'atmosphère, saturée d'humidité et de mystère, semblait conspirer contre lui. Sous un buisson, il trouva un bouton de manchette, en argent gravé d'un G. « Tiens, tiens, » dit-il, le glissant dans une enveloppe. Un lien avec Grayson se précisait. Le déjeuner fut servi dans une salle à manger, où les éclairs illuminaient par intermittence les visages tendus. Sir Edward, irrité par la tempête, critiqua la lenteur de l'enquête. « Monsieur Poirot, combien de temps comptez-vous nous tourmenter ?» grogna-t-il. Poirot, imperturbable, répondit « Monsieur, la vérité ne se hâte pas, mais elle arrive toujours. » Clara, nerveuse, renversa sa soupe, attirant l'attention. Émilie, silencieuse, fixait la fenêtre, comme hypnotisée par la pluie. Poirot, savourant un thé brûlant, observait chaque geste. « Le coupable, mes amis, est parmi nous, » pensa-t-il, son esprit affûté comme une lame. Dans l'après-midi, Poirot examina la fenêtre de la salle de bain de plus près. La charnière, légèrement rouillée, montrait des marques récentes, comme si elle avait été forcée. « Quelqu'un a manipulé cette fenêtre, Hastings, » déclara-t-il, examinant les bords avec une loupe. L'absence de traces d'effraction sur le cadre suggérait une main experte. Poirot imagina un intrus escaladant le mur, utilisant une échelle ou une corde. L'idée d'un complice à l'intérieur du manoir germa dans son esprit. « Le crime, mon ami, est une danse à deux, » murmura-t-il, ses yeux scrutant la cour à travers la pluie. Le dîner, servi sous un lustre scintillant, fut marqué par une tension palpable. Lady Margaret, tentant de maintenir une façade de normalité, évoqua des souvenirs d'enfance, de Charles. Mais ces mots sonnaient creux comme un discours répété. Poirot, posant une question anodine, demanda si Charles recevait souvent des visiteurs nocturnes. Un silence lourd suivit. Clara pâlit, et Sir Edward toussa bruyamment. « Monsieur Poirot, ces questions sont absurdes », s'exclama-t-il. Poirot sourit poliment. « Rien n'est absurde quand il s'agit de meurtre, monsieur. » Chaque réponse renforçait son intuition. Le manoir cachait un intrus, alors que, la tempête s'apaisait, Poirot se promena dans les jardins, la boue collant à ses chaussures. L'odeur de la terre mouillée et des roses fanées emplissait l'air. Il réfléchit à la fenêtre, aux empreintes, aux boutons de manchette. Grayson ou un complice a joué un rôle, murmura-t-il. Il décida de tendre un piège pour provoquer une réaction. Demain, il annoncerait une fausse découverte pour observer les suspects. Le manoir, avec ses ombres mouvantes, semblait complice du crime. Poirot, déterminé, savait que la vérité était à portée de main. Dans sa chambre, Poirot relut ses notes sous la lumière d'une lampe. La fenêtre entr'ouverte, le poison, les dettes de Charles, tout convergeait vers un complot soigneusement orchestré. Le meurtrier, mes petites cellules grises, a cru tromper Hercule Poirot. Grossière erreur, murmura-t-il. Il éteignit sa lampe, le bruit de la pluie apaisant son esprit. Demain, il mettrait la pression sur les suspects, certain que l'un d'eux craquerait. Le mystère de la baignoire, avec ses secrets humides, approchait de son dénouement. Le matin suivant, le manoir d'Ashbourne Hall se réveilla sous un ciel clair,
mais l'atmosphère restait lourde. Hercule Poirot, après un petit déjeuner, de croissants et de thé, convoqua la famille dans le grand salon pour vérifier leurs alibis. La pièce, avec ses lustres en cristal et ses portraits austères, semblait juger chaque mot prononcé. « Mesdames et messieurs, un meurtre exige des comptes précis. Où étiez-vous entre 20h et 22h le soir de la mort de Charles ?» demanda Poirot, son ton ferme mais courtois. Sir Edward, le premier à répondre, affirma être resté dans son bureau. Mais Hastings, discret, rapporta avoir vu une lumière s'éteindre dans le bureau bien avant 20h. Poirot haussa un sourcil. Un alibi fragile. Clara, les mains tremblantes, déclara qu'elle était dans sa chambre, lisant un roman. « Un titre, madame ?» demanda Poirot, son regard perçant. Clara bafouilla, citant un livre qu'Hastings, grand lecteur, savait ne pas être publié à l'époque. « Intéressant », murmura Poirot, notant ce mensonge dans son carnet. Émilie, quant à elle, affirma avoir été dans le jardin admirant les étoiles. Mais la tempête de la veille rendait cette excuse improbable. Poirot, caressant sa moustache, observa son visage rougissant. « Mademoiselle, les étoiles sont belles, mais la vérité l'est davantage, » dit-il doucement. Chaque alibi semblait se fissurer sous son regard. Harold, le majordome, répéta qu'il était dans la cuisine préparant le thé du soir. Mais Poirot, avec une précision chirurgicale, demanda « Monsieur, combien de tasses avez-vous préparées ?» Harold, déstabilisé, répondit vaguement. Poirot savait, grâce à Agnès, que le thé n'avait pas été servi ce soir-là. « Un majordome aussi méticuleux que vous, monsieur, ne néglige pas ses tâches sans raison, » observa-t-il. Harold, nerveux, ajusta son col. Agnès, la femme de chambre, affirma être restée dans sa chambre, mais son hésitation lorsqu'on mentionna la fenêtre suggéra qu'elle savait quelque chose. Poirot nota chaque incohérence, son esprit ordonnant les faits. Dans l'après-midi, une dispute éclata dans le couloir entre Sir Edward et Clara. Poirot, à l'affût, entendit Clara crier « Tu savais ce que Charles faisait, pourquoi n'as-tu rien dit ?» Sir Edward, furieux, ordonna le silence. Poirot, caché derrière une tenture, écouta avec attention. Hastings, les émotions trahissent les secrets, murmura-t-il, notant l'échange. Cette dispute confirmait un lien entre Charles et des affaires louches, peut-être connues de la famille. L'odeur de cire et de vieux bois dans le couloir ajoutait une note sinistre à la scène. Poirot décida de confronter Sir Edward dans son bureau, une pièce encombrée de livres de comptes et de cigares. « Monsieur, vous connaissiez les dettes de Charles, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, son ton neutre mais inquisiteur. Sir Edward, rouge de colère, nia tout en bloc, mais ses mains tremblaient. Poirot mentionna la facture trouvée dans la chambre de Charles, observant la réaction de son interlocuteur. Un éclat de panique traversa les yeux de Sir Edward. « Vous jouez un jeu dangereux, monsieur Poirot, » grogna-t-il. Poirot sourit. « Le danger, monsieur, est mon métier. » Le dîner fut un exercice de politesse forcée, les couverts tintant dans un silence oppressant. Émilie, inhabituellement silencieuse, évitait le regard de Poirot. Clara, nerveuse, demanda à se retirer tôt, prétextant une migraine. Lady Margaret, tentant de maintenir une façade, complimenta le rôti, mais ses yeux trahissaient son anxiété. Poirot, savourant un dessert aux fruits, posa une question calculée. Charles parlait-il souvent de ses associés? Un silence tendu suivit. Sir Edward toussa et Harold renversa un plateau. Les nerfs, mes amis, trahissent toujours, pensa Poirot, satisfait. Alors que la nuit tombait, Poirot s'installa dans la bibliothèque, relisant ses notes. Les alibis, tous fragiles, pointaient vers une conspiration. Hastings, quelqu'un dans ce manoir a ouvert cette fenêtre pour Grayson, ou un autre, murmura-t-il. Hastings, fidèle,
suggéra qu'Émilie semblait trop nerveuse pour être innocente. Poirot hocha la tête, songeur. Peut-être, mon ami, mais la vérité est un tableau, et nous n'avons pas encore toutes les couleurs. Il décida d'organiser une reconstitution du crime pour provoquer une réaction. Le manoir, avec ses ombres, semblait prêt à parler. Avant de se coucher, Poirot fit un tour dans la cour, la lune éclairant les pavés humides. Il examina à nouveau les empreintes, désormais presque effacées. Une idée germa. Et si l'intrus n'était pas entré, mais sorti? Une hypothèse audacieuse, murmura-t-il. Il vérifia la fenêtre, notant une éraflure sur le rebord. Le mystère s'épaississait, mais Poirot sentait la vérité approcher. Demain nous tendrons un piège, décida-t-il, retournant dans sa chambre. Le manoir, silencieux, semblait attendre son prochain mouvement. Allongé dans son lit, Poirot fixa le plafond, ses petites cellules grises en ébullition. Les alibis brisés, la dispute, les dettes de Charles, tout formait un écheveau complexe. Le meurtrier, mes amis, a cru être invisible. Mais Hercule Poirot voit tout, murmura-t-il. Avec un sourire, il éteignit sa lampe, prêt à orchestrer la prochaine étape. Le mystère de la baignoire, avec ses secrets verrouillés, était sur le point de s'ouvrir. Le matin se leva sur un manoir silencieux, l'odeur de la rosée et des feuilles mortes flottant dans l'air. Hercule Poirot, après un thé brûlant, décida de fouiller une dernière fois la chambre de Charles. La pièce, avec ses rideaux tirés et son lit impeccablement fait, semblait figée dans le temps. Sous le matelas, Poirot trouva une enveloppe, scellée contenant une lettre manuscrite. « Hastings, venez voir ceci », appela-t-il, son ton vibrant d'excitation. La lettre, adressée à Charles, était une menace explicite. « Paye ou tu le regretteras. G. » Poirot, caressant sa moustache, sentit le puzzle se resserrer. « Une vengeance, mon ami. Le mobile est clair, » murmura-t-il. La lettre mentionnait un rendez-vous secret dans la cour, la nuit du drame. Poirot, intrigué, relut chaque mot, notant l'écriture nerveuse. Était-ce Grayson ou un autre agissant sous ce nom? Il décida de confronter Lady Margaret avec cette découverte. Dans le petit salon où une odeur de lavande flottait, il lui montra la lettre. « Madame, saviez-vous que Charles était menacé ?» demanda-t-il, son regard perçant. Lady Margaret, pâle, nia toute connaissance, mais ses mains tremblaient. Poirot, imperturbable, nota ce trouble. « La vérité, madame, ne peut être cachée longtemps, » dit-il doucement. Hastings, chargé d'observer les domestiques, rapporta un détail troublant. Agnès, la femme de chambre, avait été vue près de la chambre de Charles la veille du drame portant un seau d'eau. Intéressant, Hastings. L'eau trouble de la baignoire. Peut-être un lien, murmura Poirot. Il interrogea Agnès dans la cuisine où l'odeur du pain frais contrastait avec la tension. « Mademoiselle, qu'avez-vous fait avec ce seau ?» demanda-t-il. Agnès, terrifiée, admit avoir nettoyé un dégât dans la salle de bain, sur ordre de Charles. Poirot haussa un sourcil. « Un dégât ? Précisez, je vous prie. » Elle bafouilla, incapable d'expliquer. Dans l'après-midi, Poirot examina à nouveau la salle de bain. La baignoire, propre désormais, gardait une tache verdâtre à peine visible. Il gratta un échantillon avec un couteau de poche, décidé à le comparer avec le poison identifié. L'atmosphère, humide et confinée, semblait murmurer des secrets. Poirot remarqua un carreau descellé près de la baignoire. En le soulevant, il trouva une petite clé en laiton, cachée dans une cavité. « Tiens, tiens » murmura-t-il, la glissant dans sa poche. Cette clé, il en était sûr, ouvrait un secret crucial. « Hastings, le manoir est une boîte à surprises, » dit-il, un sourire aux lèvres. Le déjeuner fut marqué par une tension croissante.
Sir Edward, agité, critiqua l'insistance de Poirot à Giffouiner. Clara, au bord des larmes, quitta la table précipitamment. Émilie, quant à elle, fixait Poirot avec défi, comme si elle le mettait au défi de la suspecter. « Mademoiselle, votre silence est éloquent », observa Poirot, savourant une salade légère. Il annonça son intention d'organiser une reconstitution du crime ce soir-là, espérant provoquer une réaction. Les visages se crispèrent, et Harold renversa un verre d'eau. « Les nerfs, mes amis, sont les ennemis de la dissimulation », pensa Poirot. La reconstitution fut préparée dans la salle de bain sous les regards méfiants des suspects. Poirot, avec une théâtralité calculée, décrivit les derniers moments de Charles, insistant sur la fenêtre et le poison. « Quelqu'un ici a ouvert cette fenêtre pour un intrus », déclara-t-il, observant chaque visage. Clara tressaillit, et Émilie baissa les yeux. Sir Edward, furieux, protesta, mais sa voix manquait d'assurance. Poirot, satisfait, nota ses réactions. « Le coupable, mes amis, se trahit par ses silences », murmura-t-il à Hastings. L'atmosphère lourde semblait prête à craquer. Alors que la nuit tombait, Poirot trouva la serrure correspondant à la clé, un petit coffre dans le bureau de Charles. À l'intérieur, il découvrit des documents compromettants. Liant, Charles a un réseau de contrebande. Grayson n'était pas seul, murmura Poirot, lisant les noms d'autres complices. L'odeur du papier jauni et de l'encre fanée emplissait la pièce. Cette découverte confirmait que le meurtre était lié à des activités illégales. Poirot, sentant le danger, demanda à Hastings de rester vigilant. Le meurtrier, mon ami, sait que nous approchons, dit-il son ton grave. Dans la bibliothèque, Poirot relut ses notes, le feu crépitant en fond. La lettre, la clé, les documents. Tout pointait vers un complot plus vaste. Charles était une victime, mais aussi un coupable, murmura-t-il. Il décida de confronter les suspects avec ces nouvelles preuves demain. Le manoir, avec ses ombres dansantes, semblait conspirer contre lui. Une planche craqua dans le couloir, faisant sursauter Hastings. « Calmez-vous, mon ami. Le danger est réel, mais Hercule Poirot est plus rusé, » dit-il, un sourire confiant aux lèvres. Allongé dans son lit, Poirot contempla la lune à travers la fenêtre. Le puzzle prenait forme, mais le coupable restait dans l'ombre. « Demain, mes petites cellules grises, nous frapperons fort, » murmura-t-il. La découverte macabre de la lettre et de la clé avait éclairé le mobile. Le matin, Ashbourne Hall semblait retenir son souffle, l'air chargé d'une tension palpable. Hercule Poirot, après un petit déjeuner rapide, annonça son intention de révéler un indice crucial lors d'une réunion dans le grand salon. La pièce, avec ses tapis persans et ses chandelles allumées, vibrait d'une solennité dramatique. « Mesdames et messieurs, ce soir, Hercule Poirot dévoilera une vérité cachée, » déclara-t-il, son ton théâtral captivant l'attention. Les suspects, réunis sur des chaises inconfortables, échangeaient des regards nerveux. Poirot, caressant sa moustache, observait chaque réaction. « Le piège, Hastings, est tendu, » murmura-t-il à son ami, un éclat dans les yeux. Poirot commença par décrire un scénario fictif. Il prétendit avoir trouvé une empreinte digitale sur la fenêtre, appartenant à un complice extérieur. Ce complice, mes amis, avait un allié dans le manoir, ajouta-t-il, scrutant les visages. Clara pâlit, ses mains serrant son mouchoir. Émilie, nerveuse, croisa les bras, et Harold détourna le regard. Sir Edward, furieux, protesta. « C'est absurde, Poirot. Vous inventez. » Mais Poirot, imperturbable, continua, décrivant un plan où le poison fut introduit par la fenêtre. « Le coupable, ici, sait que je m'approche, » dit-il, sa voix tranchante. Un silence lourd s'installa. Pour accentuer la pression, Poirot brandit la clé en laiton trouvée sous le carreau.
Cette clé ouvre un coffre de secrets. Qui parmi vous connaissait son existence? Demanda-t-il. Lady Margaret, jusque-là stoïque, tressaillit légèrement. Poirot nota ce geste, son esprit enregistrant chaque détail. Il mentionna les documents trouvés, liant Charles à un réseau criminel. Charles était un homme dangereux, mais quelqu'un l'a jugé plus dangereux encore, déclara-t-il. Émilie, incapable de se contenir, cria « Vous accusez sans preuve !» Poirot sourit. « Les preuves, mademoiselle, sont dans vos yeux. » Le déjeuner, servi dans une salle à manger baignée de lumière grise, fut un calvaire. Pour les suspects. Poirot, savourant un potage, posa des questions anodines, mais chaque mot était calculé pour provoquer. « Monsieur Harold, vous êtes bien silencieux. La cuisine vous occupe-t-elle autant ?» demanda-t-il. Harold, mal à l'aise, marmonna une excuse. Clara, au bord des larmes, quitta la table, prétextant un malaise. Poirot, observant tout, murmura à Hastings. « Le coupable craque, mon ami. Voyez comme les masques tombent. » L'odeur du potage et du bois ciré contrastait avec la tension ambiante. Dans l'après-midi, Poirot organisa une seconde reconstitution, cette fois dans la cour. Sous un ciel menaçant, il demanda à chaque suspect de rejouer ses mouvements la nuit du drame. Harold, chargé de fermer les fenêtres, hésita près de celle de la salle de bain. « Monsieur, vous semblez troublé », observa Poirot, son ton doux mais acéré. Harold, nerveux, prétendit un oubli. Émilie, quant à elle, refusa de participer, s'éloignant sous un prétexte. Poirot, satisfait, murmura à Hastings. « Le piège fonctionne. Le coupable se révèle par ses silences. » Alors que la soirée approchait, Poirot trouva un nouveau détail dans le coffre de Charles. Une lettre d'Émilie, implorant Charles de cesser ses affaires. « Intéressant, » murmura Poirot, relisant les mots pleins de colère. Était-elle une complice ou une victime de chantage? Il confronta Émilie dans la bibliothèque où l'odeur des livres anciens apaisait l'atmosphère. « Mademoiselle, pourquoi cette lettre ?» demanda-t-il, montrant le document. Émilie, les larmes aux yeux, admit que Charles l'avait menacé de révéler un secret familial. Poirot hocha la tête. « La vérité, mademoiselle, est une délivrance. » La nuit tomba et le manoir sembla s'animer de bruits étranges. Poirot, dans sa chambre, relut ses notes, la lampe projetant des ombres dansantes. La lettre d'Émilie, les hésitations de Harold, la panique de Clara, tout convergeait vers un complot. « Hastings, demain, nous frapperons fort », déclara-t-il, son ton déterminé. Il savait que le coupable, sous pression, avait commis une erreur. Le bouton de manchette, la clé, les empreintes, les pièces s'assemblaient. Le manoir, avec ses craquements, semblait attendre le dénouement. Avant de se coucher, Poirot fit un tour dans la cour, la lune éclairant les pavés. Il repéra une échelle abandonnée près d'un mur caché sous du lierre. « Tiens, tiens », murmura-t-il, examinant les marques récentes. Quelqu'un l'avait utilisé pour atteindre la fenêtre. Cette découverte renforça son hypothèse. Un complice extérieur. Le meurtrier, mes petites cellules grises, n'agit pas seul, pensa-t-il. Il retourna dans sa chambre, prêt à orchestrer la confrontation finale. Le mystère approchait de son apogée. Allongé dans son lit, Poirot fixa le plafond, son esprit ordonnant les faits. Le piège avait fonctionné. Les suspects, sous pression, révélaient leurs failles. Demain, mes amis, Hercule Poirot dévoilera le tableau complet, murmura-t-il. La vérité, comme une étoile dans la nuit, brillait à l'horizon. Avec un sourire, il éteignit sa lampe, confiant dans ses petites cellules grises. Le mystère de la baignoire, avec ses intrigues entrelacées, était sur le point de livrer son secret. Le soleil matinal baignait Ashbourne Hall d'une lumière dorée, mais l'atmosphère restait lourde de secrets. Hercule Poirot, après un café corsé, s'installa dans la bibliothèque pour assembler les pièces du puzzle.
L'odeur du cuir et des vieux livres emplissait la pièce, apaisant son esprit. Il relut ses notes. Le poison, la fenêtre, les dettes, la lettre d'Emily, la clé. Hastings, le moment est venu. Mes petites cellules grises ont peint le tableau, déclara-t-il, son ton vibrant de certitude. Il convoqua la famille et les domestiques dans le grand salon pour une confrontation finale. Chaque indice, chaque mensonge, serait exposé. Poirot commença par retracer les faits, sa voix claire résonnant dans le salon orné de tapisseries. Charles Ashburn n'est pas mort par accident. Un poison, le Vermilionis aquatica, a été introduit dans sa baignoire, dit-il, observant les visages crispés. Il décrivit la fenêtre entr'ouverte, les empreintes, le bouton de manchette marqué d'un G. Un complice extérieur, peut-être M. Grayson, a joué un rôle. Mais le véritable architecte est parmi nous, ajouta-t-il. Clara étouffa un sanglot et Harold baissa les yeux. Poirot, théâtral, brandit la clé en laiton. Cette clé, mes amis, a ouvert la vérité. Il confronta Sir Edward sur ses mensonges concernant son alibi. « Monsieur, vous n'étiez pas dans votre bureau. Où étiez-vous » demanda-t-il, son regard perçant. Sir Edward, rouge de colère, bafouilla, incapable de répondre. Poirot passa à Clara, révélant son mensonge sur le roman. « Madame, vous saviez pour les dettes de Charles, n'est-ce pas ?» Clara, en larmes, admit avoir entendu Charles parler de Grayson. Poirot hocha la tête. « Les larmes, madame, ne cachent pas la vérité. » L'atmosphère, chargée d'émotions, semblait prête à exploser. Émilie fut la suivante. Poirot montra la lettre qu'elle avait écrite à Charles. « Mademoiselle, vous avez menacé Charles à cause d'un secret. Quel était-il » demanda-t-il. Émilie, tremblante, avoua que Charles avait découvert une liaison de sa mère, Clara, et menaçait de la révéler. Poirot, satisfait, nota ce « mobile ». « La vengeance, mademoiselle, est un poison plus mortel que celui de la baignoire, » dit-il. Émilie s'effondra, pleurant. Le salon, avec ses chandelles vacillantes, semblait témoin d'un drame shakespearien. Harold, le majordome, fut confronté sur ses hésitations. « Monsieur, vous avez menti sur le thé. Et cette échelle dans la cour, votre œuvre ?» demanda Poirot. Harold, acculé, admit avoir déplacé l'échelle sur ordre de Charles, sans savoir pourquoi. Poirot, sceptique, pressa. « Et la fenêtre ? Vous l'avez ouverte, n'est-ce pas ?» Harold, paniqué, nia, mais son regard fuyant le trahit. Poirot, caressant sa moustache, savait qu'il touchait un air. « Le coupable, mes amis, se tient au bord du précipice, » murmura-t-il. Agnès, la femme de chambre, fut interrogée sur le seau d'eau. « Mademoiselle, vous avez nettoyé un dégât. Était-ce le poison ?» demanda Poirot. Agnès, terrifiée, jura n'avoir fait que suivre les ordres de Charles. Poirot, indulgent, la libéra, convaincu qu'elle n'était qu'un pion. Il se tourna vers Lady Margaret la dernière. « Madame, vous saviez pour Grayson et les dettes de Charles. Pourquoi ce silence ?» Elle baissa les yeux, murmurant qu'elle voulait protéger la réputation de la famille. Le déjeuner, servi dans un silence oppressant, fut à peine touché. Poirot, savourant un fruit, observa les suspects, leurs visages marqués par la peur et la culpabilité. « Hastings, le coupable est proche de craquer, » murmura-t-il. Illibo annonça qu'il révélerait le meurtrier ce soir après une dernière vérification. Les suspects nerveux échangèrent des regards. L'odeur du rôti et des chandelles éteintes emplissait la pièce, ajoutant une note funèbre. Poirot, confiant, savait que son piège avait fonctionné. Dans la bibliothèque, Poirot finalisa son raisonnement. Les dettes, la lettre, l'échelle, le poison. Tout pointait vers une conspiration familiale, orchestrée par un esprit calculateur. Le meurtrier, Hastings,
a cru tromper Hercule Poirot. Erreur fatale, dit-il, un sourire aux lèvres. Il prépara son discours final, certain de son dénouement. Le manoir, avec ses ombres, semblait attendre le verdict. Une planche craqua dans le couloir, mais Poirot, imperturbable, continua à écrire. « La vérité, mon ami, est une symphonie, et je suis le chef d'orchestre. » Allongé dans son lit, Poirot contempla la lune, son esprit clair comme du cristal. Chaque indice, chaque mensonge, s'imbriquait parfaitement. « Demain, mes petites cellules grises, nous dévoilerons le chef-d'œuvre, » murmura-t-il. Le mystère de la baignoire, avec ses intrigues complexes, était sur le point de s'achever. Avec un soupir satisfait, il éteignit sa lampe, prêt à livrer la vérité. Le manoir, silencieux, semblait retenir son souffle, attendant le coup final d'Hercule Poirot. Le dernier jour à Ashbourne Hall s'ouvrit sous un ciel clair, la lumière du soleil filtrant à travers les vitraux du grand salon. Hercule Poirot, vêtu de son costume le plus élégant, réunit la famille et les domestiques pour la révélation finale. L'odeur des roses fraîchement coupées et du bois ciré emplissait la pièce, mais une tension électrique dominait. « Mesdames et messieurs, le moment est venu. Hercule Poirot va révéler le meurtrier de Charles Ashbourne, » déclara-t-il, sa voix résonnant avec autorité. Les suspects, alignés comme des accusés, échangeaient des regards anxieux. Poirot, caressant sa moustache, savoura ce moment théâtral. « Le crime, mes amis, est un puzzle, et je l'ai résolu, » ajouta-t-il. Poirot commença par décrire le mécanisme du crime. Charles a été empoisonné par le Vermilionis aquatica, versé dans la baignoire à travers la fenêtre entr'ouverte. La porte verrouillée n'était qu'un leurre, expliqua-t-il. Il brandit le bouton de manchette marqué d'un G. Monsieur Grayson, un associé de Charles, était dans la cour. Mais il n'a pas agi seul. Poirot se tourna vers Harold, le majordome, dont le visage pâlit. « Monsieur Harold, vous avez ouvert la fenêtre et déplacé l'échelle, n'est-ce pas ?» Harold, acculé, s'effondra, avouant avoir été payé par Grayson pour faciliter l'accès. Poirot hocha la tête. « Mais vous n'êtes pas le cerveau, monsieur. » Il se tourna vers Clara. « Madame, vous saviez pour les dettes de Charles et sa menace de révéler votre liaison. Vous avez vu une opportunité, dit-il, son regard perçant. Clara, en larmes, nia, mais Poirot continua. Vous avez fourni le poison, obtenu via les contacts de Charles. Vous avez convaincu Harold par chantage de collaborer. Clara s'effondra, avouant qu'elle voulait protéger sa famille. Poirot, impassible, expliqua comment elle avait versé le poison dans un flacon que Grayson avait utilisé. Le crime, madame, était presque parfait. Mais Hercule Poirot ne se laisse pas duper, déclara-t-il. Émilie, en pleurs, tenta de défendre sa mère, mais Poirot leva la main. Mademoiselle, votre lettre était un cri de désespoir, pas de culpabilité. Vous êtes innocente. Il se tourna vers Sir Edward qui avait su pour les dettes mais fermait les yeux. Monsieur, votre silence a permis ce drame, dit-il, sévère. Lady Margaret, en larmes, avoua avoir suspecté Clara, mais protégé la famille par honneur. Poirot, compatissant, hocha la tête. L'honneur, madame, ne justifie pas le silence face au meurtre. Le salon, vibrant d'émotion, semblait figé. Poirot expliqua le déroulement exact. Clara, connaissant les habitudes de Charles, avait planifié le meurtre avec Grayson, qui cherchait à éliminer un débiteur gênant. Harold, sous la menace, avait ouvert la fenêtre et déplacé l'échelle. L'eau trouble était le résultat du poison, mélangé par Grayson depuis l'extérieur. La porte verrouillée, mes amis, était un leurre pour simuler un accident, conclut Poirot. Il brandit la clé, révélant qu'elle ouvrait le coffre où Clara avait caché des preuves de sa liaison, trouvées par Charles.
Chaque détail s'imbriquait parfaitement. Les suspects, abasourdis, restèrent silencieux. Clara, brisée, fut emmenée par la police, arrivée discrètement sur ordre de Poirot. Harold, complice malgré lui, fut également arrêté. La justice, mes amis, suit la vérité, déclara Poirot son ton solennel. Sir Edward, accablé, promit de coopérer. Émilie, en larmes, remercia Poirot pour avoir éclairci son innocence. Lady Margaret, digne malgré son chagrin, s'excusa pour son silence. Le manoir, libéré de ses secrets, semblait respirer à nouveau. Le déjeuner servi dans une salle à manger calme marqua la fin du drame. Poirot, savourant un thé, discuta avec Hastings de la complexité humaine. « Mon ami, le cœur est un labyrinthe, mais la vérité trouve toujours son chemin, » dit-il, un sourire aux lèvres. Les domestiques, plus légers, servaient avec un regain d'énergie. Émilie, reconnaissante, offrit à Poirot une rose du jardin. « Un symbole, mademoiselle, de la beauté qui survit au chaos, » répondit-il courtois. L'atmosphère, apaisée, contrastait avec les jours précédents. Alors que Poirot préparait son départ, il fit un dernier tour dans la cour, là où tout avait commencé. La fenêtre, désormais fermée, semblait anodine sous le soleil. Le crime Hastings est une ombre, mais Hercule Poirot est la lumière, murmura-t-il satisfait. Il rangea son carnet, où chaque indice était consigné. Le manoir, avec ses murs anciens, garderait les cicatrices de ce drame. Mais la vérité avait triomphé. Poirot, ajustant son chapeau, monta dans la voiture, prêt à rentrer à Londres. Dans le train, Poirot contempla les collines du Sussex, son esprit enfin au repos. Le mystère de la baignoire, avec ses eaux empoisonnées et ses portes verrouillées, était résolu. « Mes petites cellules grises, mes fidèles amis, vous n'avez pas failli, » murmura-t-il, un sourire aux lèvres. Avec un soupir, il ferma les yeux, savourant la victoire de la logique sur le chaos. Ashbourne Hall s'éloignait, mais l'éclat de la vérité restait. Hercule Poirot, une fois de plus, avait triomphé.